Sont aussi médiatisés que vous, et votre carrière fait l'objet de discussions dans les journaux, à la télé et à la radio. Pourquoi un tel intérêt pour votre carrière, à votre avis? Peut-être pour deux raisons. L'une, c'est que j'ai une position originale sur la profession d'avocat. La deuxième chose, c'est que mes clients en général sont très connus. Si vous défendez Milosevic, il y a beaucoup plus de chances qu'on parle de vous que si vous défendez un voleur de lapin qui plaide des circonstances atténuantes. Je considère que tout le monde doit être défendu. Et ça, beaucoup de gens sont conformistes. Ils sont pour la démocratie, mais ça les choque que quelqu'un soit défendu. Ils ne réfléchissent pas. Si on est pour la démocratie, tout le monde doit être défendu. Et le type qui est poursuivi doit pouvoir choisir son avocat. C'est peut-être ça aussi qui fait que vos collègues ne me comprennent pas. Je suis prêt à défendre tout le monde. Donc les journalistes ne vous comprennent pas? Certains, oui. Ah oui. Est-ce que vous croyez que c'est une tendance de la profession de juger trop rapidement? Je pense qu'il y a un grand conformisme dans la profession. Et qu'elle est en grande partie soumise directement ou indirectement au pouvoir. C'est évident. Vous vous êtes battu pour la France, mais vous l'avez aussi sévèrement critiquée. Comment voyez-vous la France d'aujourd'hui et la France de demain? Vous savez, après Waterloo, c'est le marquis de Caulaincourt, qui était fidèle à Napoléon, qui dit il y a deux France. Celle qui pleure dans les faubourgs et celle qui célèbre la victoire des Alliés dans Paris. Et il est évident que il y a deux France. Il y a une France colonialiste et une France qui n'est pas colonialiste, une France qui représente les droits de l'homme, etc. Quand je me suis engagé chez De Gaulle, c'était pour défendre la France de Montaigne, Saint-Just, la Commune. Et je ne confonds pas cette France-là avec la France de Bugeaud. Donc combattre la France de Bugeaud, ce n'est pas combattre la France. D'ailleurs, au cours de la bataille d'Alger, après la plaidoirie que j'ai prononcée pour les poseuses de bombes, le général de Gaulle m'a assuré de son fidèle souvenir. Il ne voyait pas de contradiction avec le combat que j'avais mené sous ses ordres. Vous en parlez dans votre pièce un peu aussi. Oui. C'est un peu le même combat pour vous? Vous battre pour la France libre en 1942 et ensuite l'Algérie? Écoutez, il semble, puisque le général m'a assuré son fidèle souvenir. Mais il me disait que votre sincérité ne peut laisser personne indifférent. Mais comment avez-vous, je ne vais pas dire jugé, mais trouvé la façon du général de Gaulle de gérer la question de la guerre d'Algérie? La meilleure analyse qui a été faite, je crois, c'est celle faite par le président Mao. Une délégation algérienne se rend à Pékin et dit « Nous sommes très déçus, on croyait qu'avec De Gaulle il y aurait un compromis, jamais l'armée française n'a eu autant de moyens. Nos Katibas sont cassés. » Et Mao leur répond « Je ne connais pas le général De Gaulle, j'imagine que c'est un patriote français, peut-être même un nationaliste, il a un héritage, il veut le garder. » C'est un réflexe normal. Et comme c'est un militaire, il utilise l'armée. Mais n'oubliez pas autre chose, De Gaulle est un patriote. Il veut rendre à la France un grand rôle dans le monde. Quitter le protectorat américain. Or, tant que la guerre d'Algérie va durer, c'est un boulet qui l'empêche d'agir. De sorte que si vous tenez tête politiquement, il vous accordera l'indépendance. Je crois que c'est une analyse très, très lucide. Vous avez déclaré qu'il n'y a pas de place pour la révolution en France aujourd'hui. Aujourd'hui, non, je ne crois pas. Sauf si certains... Mais ma question était plutôt, a-t-on vraiment besoin d'une révolution en France? Tout ça, c'est une question d'opinion. La seule chose, c'est... Je dis cette phrase dans mon théâtre. Quand je suis élu en 1950 au bureau de l'Union internationale des étudiants, il est évident que tout le monde pense à une révolution possible. Mais on parle d'une révolution communiste à l'époque, c'est ça. Très précis comme on pense à une révolution communiste. Bien. Et il est évident, quand je quitte l'Union internationale 4 ans après, en 1954, que cette crainte ou ce rêve, ça dépend de quel côté on est, ne se réalisera pas dans l'immédiat. Dès 1954, vous pouviez dire que ce serait... Je pense, oui. Ben, la preuve. Oui, la preuve, c'est arrivé, mais je dirais que la plupart des analystes politiques et historiens diraient qu'ils ont entendu la chute du mur pour vraiment affirmer pour de bon que la menace... Écoutez, ça, les politiques affirment s'ils veulent, mais le problème, c'est... Venez souvent en France, et c'est évident que la France n'était pas à la veille d'une révolution. Il suffisait d'avoir deux yeux et des oreilles. Et donc, mai 68, pour vous, c'était plutôt un soubresaut, mais rien de plus? Ah oui. Dans un article du Nouvel Observateur datant du 24 février 2011, Jean-Gabriel Fredette écrit de vous: porté par l'histoire, il a réussi à convaincre de la grandeur de son métier et de son propre courage. Qu'est-ce qui demande le plus de courage?
défendre des présumés criminels que la majorité jugerait coupables sans même un procès, ou joindre les forces françaises libres à 17 ans? Défendre les criminels. Parce que là, on a affaire à la bêtise. Et la bêtise satisfaite, contente de soi. Oui. Et l'ennemi n'est pas très bien désigné. À la guerre, on a un ennemi. Il ne se présente pas comme un ami. Tandis que là, on a affaire à la bêtise. La bêtise, c'est un ennemi terrible. Donc il y a une certaine clarté dans la guerre que vous appréciez? Qui n'existe pas dans ce genre de truc. Dans ce même article, Fredette vous décrit comme l'avocat de la bonne conscience occidentale. Vous voyez-vous comme tel? L'avocat de la bonne conscience occidentale? Oui. Ça dépend de ce qu'on appelle bonne conscience. En général, on dit bonne conscience dans un sens ironique. Si là, on veut dire de la conscience occidentale, c'est vrai. Je suis de culture occidentale, incontestablement. Et ce que je dis, c'est pour défendre cette culture occidentale contre les déviations, contre ce qui la défigure. Ce qui était le colonialisme. Pardon? Ce qui était le colonialisme. Le colonialisme en tête, oui. Y a-t-il quelque chose... Qu'est-ce que vous voulez quand vous voyez ce qui se passe actuellement? Quand vous voyez M. Bernard-Henri Lévy dit en 2 coups de cuillère en pot, on va renverser Kadhafi et établir la démocratie. Et M. Bernard-Henri Lévy dit il suffit de montrer les dents, ils vont tous capituler. Ça a duré 1 an. Et aujourd'hui, c'est l'anarchie complète. Et Kadhafi, on l'a arrêté, on l'a tué et on l'a sodomisé. Et c'est ça que moi je dis, c'est affreux. Et on porte la responsabilité d'une chose pareille. Vous trouvez que le sort qui a été réservé à Kadhafi déshonore complètement ce qu'on a fait. Parce que ça forme un tout. Les gens qui l'ont sodomisé, qui ont sodomisé un demi-cadavre, c'est des gens qu'on a armés. Et on ne les poursuit pas. Mais pour vous, quelle serait la bonne conscience occidentale? Vous avez parlé de la conscience occidentale, donc... Moi, c'est De Gaulle. De Gaulle, sa position, c'est une position classique. Il reconnaît tous les États dans le monde. Et l'État a de bons rapports avec eux. Il ne se mêle pas de leurs affaires intérieures. Il a de bons rapports. C'est le premier pays en Occident à reconnaître la Chine communiste. Et en même temps, il entretient les meilleures relations avec le Shah d'Iran. Si l'Iran doit changer de régime, c'est pas à De Gaulle de le faire. C'est aux Iraniens. Bon. Si le régime communiste en Chine n'est pas parfait, c'est pas à De Gaulle de le dire, c'est aux Chinois. Bon. Et là-dessus, il est fidèle à une tradition, d'abord au droit international classique, et deuxièmement à une position classique française, c'est la Révolution. La République déclare la paix au monde. Quand vous déclarez la paix au monde, c'est pas pour intervenir. Et deuxièmement, on proclame les droits de l'homme. Elle proclame un idéal qu'elle va appliquer en France, et de l'autre côté, elle fait la paix, elle déclare la paix au monde en disant chacun est maître chez soi. Vous avez mentionné un peu plus tôt que vous êtes de culture occidentale. Quelle est votre définition de la civilisation occidentale et quels sont ses défauts et ses qualités? Moi, je crois que dire civilisation occidentale est une civilisation plutôt mondiale qui se fait finalement. Bon, vous avez des apports. Écoutez, quand je vois, nous avons du papier, c'est inventé par les Chinois. Il y a une civilisation qui n'est pas mondiale, mais qui s'étend à travers le monde. Et il y a des formes particulières dans chaque pays. Je ne pense pas qu'il y a un classement à faire. Il n'y a pas de classement à faire. Non, je parle peut-être pas d'un classement, mais plutôt d'une définition. Comment on différencie une pomme rouge d'une pomme verte? Il y a une différence entre les deux, ce n'est pas nécessairement que... Écoutez, là-dessus, je ne pense pas qu'il y a... Non, là-dessus, la civilisation occidentale en Occident, c'est une civilisation très riche. Mais la civilisation chinoise est très riche aussi. Oui, tout à fait. Peut-être plus ancienne même. Bon. Alors, en Inde, la civilisation est très riche aussi. Et en Afrique noire aussi, contrairement à ce qu'on croit. Et chez les Amérindiens. De sorte que, classé, non, il y a des formes différentes de la civilisation qui résultent de l'histoire, du climat, du pays, de toutes sortes d'éléments. Mais il n'y a rien de contradictoire dans tout ça. Me présenter ça comme une course de vitesse avec un bon cheval devant puis des canassons derrière, c'est une vision d'imbécile.
Non, c'est pas ce que je... Non, mais je dis, c'est une vision qui court en France, actuellement, dans certains milieux. Bon. Ouais. Évidemment, je suis beaucoup plus informé de la civilisation en Occident, et spécialement en France, pour une question de langue. Vous avez mentionné que Nietzsche, Stendhal et Dostoïevski sont parmi vos auteurs favoris. Vous semblez être une personne profondément morale et qui défend une notion d'égalité, défendre les faibles et les opprimés, alors que Nietzsche prône un dépassement de cette moralité monothéiste. Donc pourquoi cette affinité avec Nietzsche et voyez-vous cela comme une contradiction? Nietzsche, c'est pas si simple comme personnage. Quand Nietzsche écrit à vivre la vie de tous les hommes comme la sienne propre, tous les hommes, dedans il y a les faibles et les forts, les petits et les gros. Dans Nietzsche, on trouve beaucoup de choses contradictoires. Et puis on a imposé une image de Nietzsche absolument monocolore qui ne correspond pas à la réalité. C'est un personnage qui est multiple. Par exemple, c'est un type qui admirait beaucoup la culture française. Mais je crois qu'il a surtout le côté aristocrate de la société française à l'époque. Absolument. Ouais. Bon, donc ça n'a rien de commun avec les populistes qu'on nous présente, chantant la supériorité de la race, etc. Et même quand Hitler envoie les œuvres complètes de Nietzsche à Mussolini quand il le fait évader du Grand Sasso, c'est une vision folle, mais un type comme Mussolini n'a rien de nietzschéen, c'est un bouffon. Quant à Mussolini, cette jactance, cette gesticulation, ça n'a rien de nietzschéen. Y a-t-il un de ces trois auteurs qui se démarque des deux autres, à votre avis, et pourquoi? Les trois se retrouvent dans un même monde, je dirais, spirituel, mais c'est pas du tout les mêmes. Les trois sont très différents. Dostoïevski est un homme torturé, c'est un russe du 19e siècle. Stendhal est un Français du 19e siècle, issu de la Révolution, des Lumières. Dostoïevski est issu d'une vieille tradition religieuse et orthodoxe. Nous avons là une très grande différence. Quant à Nietzsche, lui, il s'est révolté, il rejette tout l'apport moral qu'on lui a inculqué, mais pas en France ni en Russie, en Allemagne. D'où son admiration pour la littérature des psychologues français. La Rochefoucauld, etc., Pascal. Mais les trois viennent du 19e siècle. Croyez-vous que la littérature a décliné depuis le 19e? C'est peut-être pas un hasard, dans le fond. Écoutez, là-dessus, c'est difficile à dire. Disons qu'en France, actuellement, on est, je pense provisoirement, j'espère, dans une période de basse eau. Si je prends sur le plan politique, l'héritier qui se dit légitime de Gaulle s'appelle Sarkozy. Bon, ça, c'est une différence fantastique entre un géant et un nain. Bon. L'héritier de Léon Blum, que je n'aime pas, mais qui était un homme cultivé, un homme supérieurement cultivé, ça s'appelle Hollande ou DSK. C'est une chute. Bon, ça c'est pour la droite et la gauche. Ils sont servis tous les deux. Si vous prenez sur le plan intellectuel, vous aviez en 1945 un débat intéressant avec Sartre, avec Camus. Aujourd'hui, le débat c'est entre Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy, mais c'est une chute verticale. Donc, est-ce qu'il y aura un déclin seulement en France ou dans le reste, déclin intellectuel, je parle, seulement en France? Je ne suis pas sûr qu'elle prenne le même tournure partout en Europe, mais je crois que c'est en grande partie vrai aussi. Quand vous pensez qu'en Angleterre, il y avait Churchill, et que vous voyez les zigotos qui gouvernent l'Angleterre aujourd'hui, vous pensez que l'Angleterre était avec la France dans cette équipée en Libye, qui est grotesque et pitoyable, et condamnable et criminel. Puis alors, quand vous voyez les discussions financières, il y a une crise financière, personne n'est capable de la résoudre. Nous approchons du 18 mars oui. Et du 50e anniversaire des accords d'Évian, donc la fin de la guerre d'Algérie. Quel bilan pour l'Algérie, à votre avis, 50 ans? Alors moi je vous dirais une chose. Quand les Algériens se battaient pour leur indépendance, je pensais que leur combat était juste. Les Algériens ne sont pas des Français, c'est évident, même tout le monde se rend compte. Bon. Et chaque peuple a le droit à son passé, à son identité. Bon. D'ailleurs, un siècle de colonisation française n'a pas transformé les Algériens en Français. Donc j'étais solidaire de leur combat et je pensais que ça servait les intérêts de la France aussi. Que la France n'avait pas à s'enliser en Afrique du Nord comme elle s'était enlisée au Vietnam. Ceci étant, je n'ai pas cette prétention de beaucoup de gens en Europe de regarder de loin les autres et juger et critiquer. L'Algérie est devenue indépendante, c'est pour ça que j'ai aidé les Algériens. Maintenant, avec leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Si j'étais Algérien, j'aurais un mot de critique, sans doute à faire. Je ne suis pas Algérien. D'autre part, vous avez, je disais à des gens, c'est vrai,
En Algérie, il y a 3 fois plus d'accidents de voiture aujourd'hui que du temps des Français. Mais il y a 4 fois plus d'habitants. Bon, ils ont des problèmes qui sont liés à l'indépendance. Il y a des problèmes en Algérie, dans tous les pays. En France, il y a des problèmes aussi. Quand vous promenez dans la rue et que vous voyez des vieillards dormir sur le trottoir, ça ne permettrait pas à un Russe de passage ou à un Chinois de porter un jugement péremptoire sur ce qu'il faut faire en France. Et donc, quel bilan pour la France après un demi-siècle de décolonisation? Moi, je pense que la décolonisation s'est faite en plusieurs étapes. Une étape affreuse sous les gouvernements de la troisième force, socialiste et droite et démocrates chrétiens réunis. Ça a abouti à Dien Bien Phu. Et à la perte d'influence complète de la France dans cette région. Je vois, quand je vais plaider au Cambodge, je vois les anciens Khmers rouges parlent un français parfait. Leurs enfants parlent anglais. En Afrique, la paix d'Évian était une très bonne chose. On n'a qu'à voir comment De Gaulle était populaire dans ces pays. Comment Chirac a été accueilli à Alger, à Bab el-Oued. Bon. Et comment la paix d'Évian a été saluée dans les pays arabes. Ceci étant, et comment aussi l'indépendance des pays africains qui s'en est suivie a été une bonne chose. Mais maintenant, il y a un retour du colonialisme qui, à mon avis, est pernicieux pour le prestige de la France. Je prends la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la France avait à se mêler d'un contentieux électoral entre deux candidats? Et résoudre le problème en tirant au canon sur la présidence de la République. Et l'anarchie, c'est comme en Libye. Nous avions un héritage gaullien qui était positif et qui est en train d'être saboté par ceux qui se réclament de Gaulle, ce qui est le comble. Donc toute intervention étrangère serait... Moi je pense que les gens règlent leurs problèmes eux-mêmes et essayent de les résoudre de l'extérieur. Mais vous voyez la chose comme une forme de néocolonialisme? C'est clair. C'est clair quand on vous en apprend qu'il y avait un accord pour que la France ait 35% du pétrole de Libyens. Et à peine M. Ouattara est installé, toute une délégation d'industriels français qui se rend sur place, qui disent nous venons recueillir le bénéfice de l'intervention de Sarkozy. Donc les motivations étaient plutôt économiques que politiques pour l'intervention en Libye, à votre avis? Moi, je pense que c'est les deux. Puis des raisons écoutez, politique en Libye, on avait reçu comme un frère Kadhafi à Paris. Ouais. On a envoyé la femme du président lui rendre visite, ce qui est incroyable. Et tout d'un coup, c'est devenu un criminel de guerre qu'il faut absolument abattre. Bon, il y a une question de pétrole dans l'affaire. On a créé l'instabilité dans tout le Sahel. Parce que toutes les armes de Kadhafi sont dispersées aux 4 vents. Vous n'avez qu'à voir la situation au Mali aujourd'hui. À l'émission On n'est pas couché, en 2009, alors que vous étiez invité, Éric Zemmour avait déclaré que 50 ans après, la décolonisation a été une catastrophe et que l'état actuel des anciennes colonies est en grande partie la responsabilité des élites anticolonialistes. Vous n'avez pas eu la chance de répondre durant l'intervention de plusieurs personnes. Qu'auriez-vous répondu? Moi, je pense que là-dessus, c'est ce que je vous ai déjà répondu. En particulier. Les Algériens sont indépendants, ils font de leur pays ce qu'ils veulent. Ils ont des résultats, ils ont des échecs, c'est à eux. Et porter un jugement me semble absurde. Bon. Là-dessus, M. Zemmour est un pied noir algérien. Il y a un aspect personnel dans son discours, c'est tout. Mais pour vous, toute indépendance est justifiée par la souveraineté acquise? Ils ont une souveraineté, maintenant ils font ce qu'ils veulent dans leur pays. Ouais. Et il faudrait quand même savoir si ça marchait mieux du côté à l'époque de la France, où il y avait des famines, où il y avait des famines. Je crois que M. Zemmour jugeait un peu, d'une certaine façon, la dérive politique que certains pays qui se sont décolonisés, qui ont acquis leur indépendance et ont utilisé cette souveraineté d'une façon, disons, moins qu'optimale. Quel pays? On peut toujours, tous les pays du monde, critiquer les dirigeants sur la manière dont ils gèrent le pays. C'est un sport facile. Puis de lire les journaux français pour voir tous les jours une critique des Chinois, une critique des Russes, une critique des Arabes. Et comme si chez nous ça allait mieux. Il y a une autocritique des Français aussi qui est aussi virulente que celle qui critique le restant du monde, non? Vous croyez qu'il y a une autocritique en France des politiques et des journaux? Une certaine, oui. Minoritaire.